Alors moi aujourd'hui j'étais au Pavillon France, donc c'est l'endroit où la France peut faire venir un peu ses intervenants, avoir des discussions, faire des petites conférences. Et moi j'ai suivi une table ronde donc entre Yann Verling, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et Langevine Agnès, vice-présidente écologique de la région Occitanie. Donc ils parlaient un peu de la transition écologique en France et dans les régions. Et ensuite j'ai pu moi-même les interviewer sur le plan écologique d'Emmanuel Macron pour 2030, en particulier sur les Small Modular Reactors et sur les gigafactories d'hydrolyse et du coup sur les fuel cells. Alors nous du coup aujourd'hui on était au pavillon des sciences. On a rencontré des auteurs du 6e rapport du GIEC. Ils nous ont fait une présentation du coup sur les conséquences du changement climatique sur les petites îles. Donc c'était divisé en 3 zones différentes. Donc il y avait la première zone, c'était les îles Caraïbes. Ensuite il y avait une autre zone, c'était plutôt les îles du Pacifique. Et ensuite, troisième type d'île, c'était les îles dans l'océan Indien. Ils nous ont expliqué donc comment le réchauffement climatique allait menacer ces îles à travers plusieurs aspects. Donc par exemple l'acidification des océans, l'érosion des côtes ou encore le changement de salinité. Et aussi donc la montée des eaux évidemment. On a aussi parlé des cyclones tropicaux. Du coup les cyclones tropicaux ils ont une force qui est de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on avance dans le changement climatique. Si vous voulez en savoir plus, du coup il existe un site du GIEC qui s'appelle du coup, attends, pause. Voilà, ça s'appelle interactive-atlas.ipcc.ch qui s'affiche ici. Un site qui permet de simuler en gros comment sera le monde en termes de température, de montée des eaux, de tempêtes tropicales ou encore de pluie, selon différents paramètres, selon différents scénarios du GIEC, etc. Donc c'est vachement intéressant, c'est beaucoup de données qui sont réunies au même endroit. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, du coup c'est sympa. On a aussi vu une conférence à propos des pertes et des dommages. C'était pas glorieux. On a plus parlé des problèmes que des solutions. C'est ça qui m'a beaucoup déçu. Alors nous aujourd'hui on allait voir une conférence sur le Green Great Wall, donc la Grande Muraille Verte. Mais dis-moi Mathilde, qu'est-ce que c'est la Grande Muraille Verte ? Alors la Grande Muraille Verte, c'est un projet qui consiste à reforester toute une zone du Sahel. Donc c'est une bande qui va traverser toute l'Afrique. Et le but, c'est du coup d'empêcher l'avancée du Sahara et de rapporter de la verdure à cet endroit-là, de revenir un peu d'eau et tout ça pour que ça devienne une zone qui est plus vivable. Mais ce projet existe depuis 2009. Et comment tu pourrais expliquer que ce projet n'est pas plus avancé que ça alors que ça fait 12 ans qu'il a été mis en place ? Déjà premièrement, c'est un projet qui n'apporte pas de fonds. Donc du Fonds vert pour le climat, donc de 100 milliards. On l'a détaillé dans un journal quotidien que vous pouvez retrouver dans notre Google Drive. Et il dépend aussi de dons extérieurs. Et un deuxième axe qui nous permet de comprendre ça, c'est que en fait, le Sahel, c'est une zone qui est partagée entre 11 pays qui sont régulièrement en conflit entre eux et à l'intérieur d'eux avec des attaques terroristes, etc. On a pu le remarquer pendant la conférence. Différents ministres qui étaient interviewés restaient très cordiaux entre eux. On sentait qu'il y avait quand même quelques conflits entre eux. L'organisation était un peu bancale, ce qui peut expliquer aussi pourquoi la Grande Muraille n'avance pas si vite que ça comme projet. On aimerait apporter un regard un peu critique sur ce projet. On peut dire que c'était un peu du social bashing parce qu'ils ont notamment fait venir une intervenante extérieure, une jeune fille qui était très investie dans le projet. On voit bien que montrer une jeune femme dynamique présenter un chouette projet, ça redore bien leur image alors que le projet est bien plus bancal que ça. Malgré tout, nous on a remarqué que c'était un projet qui avait sûrement beaucoup de sens et qui est aussi très attendu par les populations locales qui y trouvent une source d'emploi et d'épanouissement certain. Et c'est un projet qu'on a quand même envie de suivre. Voilà. Alors du coup aujourd'hui on a participé à une discussion sur les stratégies des entreprises sur les objectifs net zéro. Ça a commencé avec une introduction par Valérie Masson-Delmotte. Du coup c'est la coprésidente du groupe 1 du GIEC. Elle a commencé par dire ce que c'était du coup le net zéro. Le total des émissions, moins ce qu'elles arrivent à économiser par leurs actions volontaires et délibérées, soit zéro. Du coup elle nous disait qu'aujourd'hui globalement c'est un peu du greenwashing parce que ça entraînait plus de la déculpabilisation des gens en faisant du marketing net zéro alors qu'il n'y avait pas forcément moins d'émissions carbone.
Ensuite, on a vu une table ronde sur la décarbonation des entreprises. Il y avait la responsable développement durable, la directrice développement durable d'EDF qui était présente, le responsable du pôle climat et ressources d'EPE qui était présent et la directrice développement et environnement de LVMH qui était présente aussi. Ils sont plutôt tous d'accord sur un point qui est qu'il y a beaucoup trop de manières de mesurer les émissions carbone, que c'est beaucoup trop varié et que du coup c'est difficile de se retrouver sur une seule. Et du coup ils essayent de créer des normes européennes ou internationales pour que ce soit plus facile et que ce soit commun à tout le monde. Et après moi j'ai trouvé par contre qu'il y avait quand même aussi énormément de greenwashing, au moins pour LVMH, quand ils parlent qu'ils vont recycler leurs produits ou upcycler, beaucoup de mots compliqués et sans aucune remise en cause du système de consommation derrière que ça implique. Donc pour finir, on a assisté à 2 dernières tables rondes. La première, c'était une table ronde avec Cécile Texier, la vice-présidente d'Alstom, et Rodrigo Barana, un membre de Carbone 4. L'animateur a posé beaucoup de questions à Texier, notamment sur comment augmenter une production tout en diminuant ses émissions. La réponse de Texier ne m'a pas totalement satisfaite. Elle disait que c'était un paradoxe et que c'était en effet compliqué. Donc bon. Elle a bien expliqué que c'était vraiment difficile de faire des bilans carbone à Alstom parce qu'en fait, quand on vend un train, des personnes vont moins prendre la voiture, on émet moins de CO2 et c'était très difficile à calculer. Aujourd'hui, quand on fait un appel d'offres pour un train, on ne demande toujours pas de bilan carbone. Et ça me paraît vraiment choquant. La dernière table ronde, ça rassemblait Decathlon, le directeur environnement d'Orange et le chargé de programme GRS. Et c'était sur les puits de carbone. Donc Decathlon a bien insisté sur le fait qu'ils voulaient d'abord diminuer leurs émissions résiduelles avant de mettre de l'argent dans les puits de carbone, ce qui était plutôt intelligent selon moi. Mais j'ai trouvé que ça manquait de clarté en général quand ils parlaient des projets. Après, avec Jeanne, on est allé voir une présentation d'une demi-heure d'une association qui s'appelle Health in Harmony. Après, avec Jeanne, on est allé voir une présentation d'une association qui s'appelle Health for in Harmony, qui va voir les peuples des forêts tropicales et qui leur demande ce dont ils ont besoin pour améliorer leur qualité de vie. Généralement, ils répondent 3 choses. Premièrement, c'est l'accès à la santé. Deuxièmement, c'est l'accès à l'éducation. Et enfin, c'est une sérénité au niveau de la nourriture, avoir suffisamment accès à la nourriture. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y avait une femme qui venait d'Amazonie qui était présente et qui nous a donné son avis sur les problèmes climatiques actuels. Elle subit la déforestation alors qu'on lui a jamais demandé, par exemple sur des barrages qui ont été construits sur leur territoire. Donc ça c'était extrêmement intéressant ce qu'elle disait. Et moi je trouvais par contre que l'association elle avait un regard extrêmement occidental. Déjà elle disait qu'elle allait aider les peuples parce que eux ils préservaient pour nous les forêts tropicales, ce que je trouve exagéré, ce que je trouve une mauvaise vision des choses. Et sa colère avait l'air d'être assez entendue mais pas prise au sérieux. Et Jeanne nous en parlera plus dans son article.